Bonjour à toutes et à tous, chères enseignantes, chers enseignants stagiaires, chers chercheurs en didactique également. Alors, je vous rappelle qu'on est dans la quatrième session, dans le grand titre Typologie de situation problème, mais plus particulièrement, on est dans la situation problème motivante. Dans la première partie, on a parlé de cadre théorique qu'on a soutenu, à savoir la motivation. Pour autant, la littérature soutient qu'il faut dépasser l'importance, les débats sur l'importance mise sur un facteur ou un autre pour passer à l'action par différentes approches, que ce soit psychologique, anthropologique ou bien épistémologique. Et donc, pour dire dans un premier mouvement qu'on a soutenu l'approche socio-cognitive pour travailler sur l'un des facteurs de la motivation. Donc, on a parlé de l'approche socio-cognitive et Vio définit la motivation scolaire comme un état dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu'un élève a de lui-même. Et heureusement qu'il y a cet état dynamique. Ils n'ont pas statique, ils n'ont pas fixé, et donc de son environnement et qui l'incite à choisir une activité, à s'y engager, à persévérer dans son accomplissement afin d'atteindre un but. Alors, je vais toujours dans le cadre de rappel, je vais vous rappeler le cadre théorique qu'on a soutenu, à savoir la théorie de l'autodétermination selon Vio, et on a évoqué un continuum, c'est-à-dire un ensemble qui n'est pas forcément linéaire, un ensemble qu'on ne peut pas penser une entité qu'avec l'abstraction de reste. Et donc, il s'agit d'un segment, qui démarre avec la motivation, là où on est non autodéterminé et se situe à l'extrémité de ce segment, l'extrémité gauche, la motivation intrinsèque. Donc, nous voulons en fait avoir un apprenant intrinsèquement motivé pour l'engager dans l'apprentissage. Alors, voilà en gros, donc c'est la motivation. Et comme j'ai dit la séance précédente, on va essayer de didactiser la motivation. Et pour voir l'importance de la motivation, vous pouvez imaginer peut-être vous êtes dans une salle de sport, il n'y a pas de motivation, entre parenthèses, il n'y a pas de musique. Alors, ce serait vraiment un peu pénible de faire toute une série d'exercices. Bien, donc maintenant on va passer un peu à l'action. Oui, on va passer à la situation problème motivante, qu'on a nommé la situation problème motivante, et on va faire l'énoncé de la situation, puis comme d'habitude, la lecture a priori, puis le passage à l'expérimentation, et enfin les retours, les commentaires didactiques. Alors, je vais commencer d'abord par les caractéristiques de notre situation. Donc, afin de motiver un apprenant de façon intrinsèque, nous avons mis en place une stratégie d'apprentissage qui maximise la persévérance de l'élève adolescent. Donc, je souligne toujours qu'on est face à un adolescent et on a déjà parlé des particularités de cet âge par rapport à l'apprentissage. Et on a dit, par exemple, que la motivation a tendance à baisser à l'adolescence. Donc, on appellera cette stratégie d'apprentissage la situation problème motivante. Et précisons également que notre situation n'est pas installée forcément en début d'apprentissage, mais on va la proposer en fin d'apprentissage, à la différence de l'idée que les situations problèmes au sens de Rousseau s'installent toujours au début de l'apprentissage. Alors, pour les caractéristiques, notre situation ou bien une situation problème motivante devrait être liée à une notion mathématique précise. Donc, cette fois-ci, à l'encontre des situations qu'on a déjà proposées, dont la finalité est de chercher d'abord une erreur
scolaire fréquente, persistante et travailler sur. Cette fois-ci, on va travailler sur une notion mathématique. Dans notre cadre, dans notre chapitre, en fait, dans notre article, on va travailler sur la notion exponentielle. On va, à titre d'exemple, on verra ça un peu plus loin. Donc, notre situation problème devrait correspondre à 3 situations. Une première partie déclenchante se basant sur un phénomène observable, amusant, créatif, qui participe à l'exploitation de la notion mathématique abordée. Donc, la première partie de notre situation problème motivante, il doit être une situation déclenchante issue d'un phénomène observable, disons concret, qui est en relation avec la réalité de l'apprenant. Et pour la deuxième partie, c'est une partie auxiliaire qui ne détient pas de difficultés dans les consignes, qui fait émerger les liens possibles entre langue naturelle et symbolisation mathématique et l'utilisation de la logique propositionnelle. Donc, dans cette deuxième partie, donc la première partie, c'est une situation déclenchante qui a une relation avec un phénomène observé, et puis on va faire une transition vers les mathématiques. Donc, il faut aller tout doucement et donner un peu de contrôlabilité à l'apprenant. Donc, c'est important de donner ce concept de contrôle à l'apprenant pour qu'il s'engage, pour qu'il s'explique lui-même la relation entre ce qu'il voit en réalité et l'objectif de notre science, notre dispositif. Et enfin, une troisième partie qui donne des éléments de réponse à la situation déclenchante. Donc, voilà, en gros, donc on devrait avoir une réponse à la situation déclenchante ou bien au problème issu de la situation déclenchante proposée autour. Et pour la troisième caractéristique, il devrait également être ouverte sur plusieurs méthodes de résolution, y compris le changement de cadre. Donc, on travaille toujours dans les situations que je propose sur cette ouverture de culture mathématique, d'approche de processus, de changement de cadre, changement de registre. Ça, c'est important pour travailler sur la culture mathématique, la culture de l'activité mathématique, en gros, que ce soit par approche algébrique, ou bien par approche arithmétique, fonctionnelle, informatique et bien d'autres. Donc, pour la modalité de mise en œuvre, donc, comme on a signalé pas mal de fois, bon, il ne suffit pas vraiment d'imaginer un dispositif d'apprentissage et puis revenir pour dire, ben voilà, ça marche. Donc, il faut passer à l'action, il faut passer à l'expérimentation. Et donc, comme d'habitude, on va discuter ces modalités, pardon, cette modalité de mise en œuvre. Alors, nous suggérons que notre situation problème motivante soit mise en action dans une séance complémentaire, c'est ce qu'on a l'habitude de faire d'ailleurs, tout en profitant de travail en petits groupes, donc toujours la même technique, situation dans laquelle l'adolescent est en test de compétence avec autrui. Ainsi, l'enseignant devrait, donc on va donner quelques consignes à l'animateur de la séance. Il devrait être attentif à son langage. Les expressions de respect, de confiance sont recommandées car l'adolescent est sensible aux paroles des adultes. Deuxièmement, il devrait proposer au début de la séance un tirage au sort pour constituer de petits groupes. On a vu dans un papier que, d'après une expérimentation, que faire un classement ou bien une répartition des élèves, des apprenants selon leurs notes, par exemple, donne un climat d'angoisse non encourageant pour entamer une expérimentation. Alors, chaque groupe crée une charte de travail, par exemple, donner les noms groupes, préciser l'élève qui va exposer le processus, les dialogues de groupe, ça c'est important. Et donc, il devrait également, l'animateur, introduire l'émergence historique des outils mathématiques. Ceci va permettre aux élèves de réaliser que les mathématiques sont un produit qui a nécessité des siècles de recherche et que les mathématiciens ont rencontré des obstacles et des controverses pendant leur recherche. Alors ici, comme on a déjà vu dans la situation problème historique, il y a toujours cet apport, disons, pour la qualité de l'apprentissage, des apprentissages, d'une rubrique historique qui permet à l'apprenant de concevoir, de le motiver en quelque sorte, oui, c'est une motivation,
ce cadre historique pour s'engager dans le dispositif. Alors, pour notre dispositif, le voici. Énoncé de la situation problème motivante. Alors, l'enseignant distribue la situation suivante. Voilà donc la partie 1, c'est une partie déclenchante. Donc, on va la lire ensemble. Un défi amusant. Peut-on rouler avec une bicyclette à pneus carrés? Je ne sais pas si le titre vous a étonné. Peut-on rouler avec une bicyclette à pneus carrés? Et donc, le but de cette activité est d'étudier une fonction générée à partir de la fonction exponentielle. Donc, regardez la situation proposée, c'est une situation en quelque sorte réelle, observable, déclenchante. C'est un défi, mais qui a une relation avec une notion mathématique, à savoir la notion de la fonction exponentielle. Donc, le but, disons, est d'exploiter le graphique de cette fonction exponentielle pour favoriser une modélisation de la courbe sur laquelle on peut dérouler un carré. Pour faire vivre le défi annoncé ci-dessus, on propose à la fin une séquence vidéo mettant en scène sa réalisation concrète. Alors, je vais vous montrer cet extrait de cette vidéo. Vous allez voir qu'effectivement, il y a des labos qui ont commencé à la concrétisation de ce fait. Vous allez peut-être être étonné. Donc, je vais partager avec vous la vidéo en question. La voilà. Donc, regardez-moi. OK. Donc, il y a deux bicyclettes. L'une, une bicyclette normale. Bon, et puis, il y a à droite une bicyclette à pneus carrés. Vous voyez que sur le sol, bien évidemment, ce n'est pas possible de faire dérouler la bicyclette à pneus carrés. Vous pouvez voir qu'il y a la forme géométrique des pneus, donc ils sont parfaitement des carrés, hein. Mais vous pouvez voir, regardez, que si on change le parcours, voilà, le parcours voilà, la bicyclette se déplace sans problème. Voilà. Et donc, la question, pourquoi ça marche? Pourquoi ça ne marche pas? Vous pouvez en constater l'allure de ce trajet. Voilà donc une petite explication. Vous voyez un carré qui se déplace facilement sur ce trajectoire. Bien, c'était énorme. Bien, donc, revenons sur notre problème. Donc, effectivement, le problème, il est réalisable, il est observable également. Donc, c'est une partie déclenchante qui a ludique aussi, inhabituelle, hein, et qui a une relation avec l'exponentielle. On verra ça un peu plus loin. Donc, pour la deuxième partie, alors, le graphique, on a un graphique représentant une fonction numérique définie sur l'ensemble des réels dans un repère orthonormé. Donc, voilà une fonction. Donc, il y a des questions. Vous dites-vous de la continuité et la monotonie de cette fonction. Donc, c'est la deuxième partie dont on a précisé qui porte pas de difficulté, il n'y a pas d'impasse. Donc, pour donner le contrôle à l'apprenant. La fonction proposée admet-elle une fonction réciproque sur l'ensemble des réels, seulement sur une partie? Et puis, calculer les images par la fonction réciproque, s'il existe, des points d'abscisse 0, 2, 3, moins, et ainsi de suite. Donc, on a proposé les nombres en lettres. Et puis, la troisième partie, cette fois-ci, on considère la fonction numérique définie par Bx et l'exponentielle moins x plus l'exponentielle x sur 2. La première question, étudier la fonction numérique sur son ensemble de définitions, puis représenter sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Deuxième question, soit f, la restriction de la fonction b sur l'intervalle 0, je pense c'est 10 millions ou bien 1 million. Oui, voilà.
Montrer que f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle à préciser. Et troisièmement, compléter le tableau suivant, la fonction f, la fonction réciproque, et quel est l'ensemble de définitions, la continuité, la monotonie, les tangentes, les asymptotes de chacune des fonctions. Et enfin, en déduire la représentation graphique de la fonction réciproque f-1. Alors, je vais, voilà donc l'énoncé de la situation problème motivante. Il est composé de trois parties. La première, une partie amusante. La deuxième, une partie auxiliaire pour voir cette fonction. Et la troisième partie, une fonction, l'exponentielle, bon, qui contient l'exponentielle. Alors, vous avez peut-être pu noter comme première remarque très rapide qu'il s'agit de la fonction de l'étude, en général, de l'étude graphique, l'étude des représentations graphiques d'une fonction présentée d'une manière. Et je vais peut-être expliquer pourquoi ces questions, pourquoi on s'est branché sur les fonctions de ce point de vue. Alors, je vais expliquer ça. Vous allez regarder qu'on a distribué des questions aux élèves pour préciser. Voilà. On a posé nous avons proposé à 15 classes de la dernière année du lycée. Je rappelle que cette situation est destinée aux élèves de la dernière année du lycée, à savoir le baccalauréat, le niveau baccalauréat, chez nous au Maroc. Alors, pour la série sciences expérimentales, on a adressé un questionnaire composé de 5 questions. Alors, ces 5 questions au sujet de l'analyse comportant la fonction exponentielle. Alors, la première question, combien de fois vous avez essayé de déterminer l'expression d'une fonction réciproque ou bien tracer la courbe représentative d'une fonction réciproque? Alors, pour les enseignants expérimentés, ils savent bien que ceci pose un problème pour les élèves. C'est-à-dire, d'après notre expérience de classe, on trouve souvent des élèves qui répondent à l'ensemble des questions proposées au sujet de l'étude et la représentation graphique d'une fonction, mais en arrivant à la construction de courbe, ils n'arrivent pas vraiment à traduire ce qui est analytique par ce qui est graphique. Et donc, ça, c'est un problème. C'est pourquoi on a choisi cette question. Voilà la deuxième question. Accordez-vous une importance au tracé de graphique d'une fonction réciproque? C'est toujours la même idée parce que, en général, les élèves n'accordent pas une importance au tracé de graphique d'une fonction réciproque. Donc, à la rigueur, ils disent c'est le symétrique par rapport à la première bissectrice de la fonction en question, mais vraiment, ils ne fassent pas ça ou bien ils ne le tracent pas concrètement. Troisième question, accordez-vous un intérêt au tracé de graphique d'une fonction réciproque? C'est la même thématique, le même problème. Quatrième question, trouvez-vous des difficultés à déduire les propriétés graphiques d'une fonction réciproque à partir de la fonction étudiée? Et cinquième question, quelle est, à votre avis, l'interprétation la plus difficile? Alors, au travers ces 5 questions, on aimerait bien zoomer là où il y a plus de problèmes. Alors, voilà donc une analyse descriptive très rapide de la chose. C'est que le pourcentage, par exemple, dans cette figure, le pourcentage des réponses de la première question. Donc, vous pouvez voir que il y a moins de 5 fois imaginé qu'on calcule l'expression de la fonction réciproque ou bien tracer son graphique. Hein, je parle de l'année scolaire, long de l'année scolaire tout entière. Voilà une autre figure qui va nous pointer là où il y a des problèmes chez les élèves. Donc, apparemment, ce sont les éléments de symétrie
et les asymptotes. Là, qui posent… non, 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 parce que c'est les plus difficiles. Apparemment, ce sont les tangentes, pardon, les tangentes et les asymptotes en deuxième point. Donc, les tangentes posent un problème. Donc, c'est peut-être surtout lorsque la fonction elle est dérivable à droite, elle est dérivable à gauche, s'il y a un point d'inflexion. Donc, ou bien l'élève ne voit pas vraiment l'intérêt des tangentes lors de la construction graphique. Donc, il peut travailler avec plus ou moins les asymptotes comme une droite, c'est la droite, le mot m'échappe, mais en deuxième lieu, il y a les asymptotes. Donc, voilà donc les 5 questions qui m'ont posé vraiment, qui m'ont imposé à travailler sur ces questions sur les fonctions. Donc, c'est pourquoi l'énoncé de notre situation problème, il touche vraiment à des questions de continuité, de monotonie, de la tangente, des asymptotes ou bien de l'ensemble de définitions. Alors, pour la partie qui concerne la mise en œuvre, c'est-à-dire l'expérimentation, alors, je vais vous proposer le déroulement que j'ai proposé. La première partie est composée d'une seule question qui a un sens concret pour les élèves. La discussion de la réponse pourrait se faire d'abord dans chaque groupe, puis par interaction entre les groupes. Dans ce cas, la technique de brainstorming est suggérée dans le but de faire émerger des idées originales. L'enseignant garde la solution jusqu'à la fin de la séance. Le but est d'une part de sortir de la routine de la classe et d'autre part de garder l'attention des élèves tout au long de l'activité, car chacun d'eux va se forcer à s'engager volontairement, cognitivement pour déchiffrer le défi. Pour la lecture de la deuxième partie, on a proposé un simple graphique qui est une parabole bien connue parce que les élèves ont déjà vu il est assez familier pour les élèves de travailler sur les paraboles depuis la première année du lycée. Donc, elle est fort connue par les élèves du lycée. En outre, comme ils peuvent aisément aborder les questions posées dans cette partie, l'objectif est de donner un sentiment de contrôlabilité de l'exercice. Le texte ne contient aucun signe mathématique. On s'est contenté d'utiliser un énoncé avec un langage naturel pour inviter l'apprenant à réfléchir sur la signification et l'utilisation de la symbolisation mathématique et aussi sur le registre de représentation. Donc, si vous avez noté que pour la deuxième partie, il n'y a pas vraiment de symbolisation, il n'y a que les mots. Vous pouvez en déduire, par exemple, même les images ici, on a écrit -2 en lettres, 3 et ainsi de suite. Et évidemment, c'est pour les faire penser, donc parce que normalement, l'habitude a l'habitude d'avoir 2, 3, donc il va se poser naturellement la question, mais pourquoi ici on n'a pas écrit 2 en chiffres au lieu de l'écrire en lettres? Et c'est sûrement inhabituel. Et la troisième partie, c'est un sujet sur lequel les élèves n'ont pas l'habitude de travailler. Oui, dans le contexte marocain. Normalement, et vous pouvez imaginer l'examen de baccalauréat, il s'agit en général d'un sujet proposé sur 60% de la note globale de l'examen, où il y a les questions qui définissent une fonction, dont on cible de tracer sa courbe représentative pour la dernière question. Et le sujet en général est composé de 2 parties, une fonction auxiliaire, g de x, qui va nous aider à étudier les variations de la fonction f, et puis toute une série de questions, à savoir les limites, les asymptotes, les tangentes, et puis la dernière question passée
passer à la représentation graphique. Dans quelques sujets, on trouve des questions qui ont une relation avec calcul d'intégrale, encore une relation avec une suite d'énoncés dans une partie. Mais l'essentiel, c'est ça. Donc, pour cette partie, c'est un sujet totalement étrange. Ce n'est pas habituel. Par exemple, depuis le plus élémentaire, la notation d'une fonction, on a souvent l'habitude de la noter f de x, g de x, h de x. Ici, dans cet exercice, dans cette situation, on a noté la fonction par la lettre b au lieu de f. Donc, écrire un grand nombre qui est un 10 millions ou bien 1 million au lieu de plus l'infini dans l'intervalle. On nous demandait l'étude de regarder ici la fonction b est définie sur cet intervalle. Donc, on n'a pas écrit plus l'infini, mais un grand nombre qui disait plus l'infini. Alors, l'objectif, il est double. D'une part, offrir aux élèves une opportunité ou bien des opportunités pour développer une pensée formaliste, parce qu'ils vont eux-mêmes dire, mais c'est mieux d'écrire plus l'infini au lieu d'écrire un nombre. Et ça, c'est pour une finalité qu'on va voir dans un autre article, c'est l'initialisation à la transition vers les mathématiques formelles au supérieur. Donc, je vais vous parler un peu plus loin dans un article qui est soumis au bulletin de l'Association mathématique du Québec sur ce phénomène de transition et sur ce phénomène de formalisme que prouvent les élèves de la première année université. Donc ça, c'est un autre sujet, on va le voir un peu plus loin. D'autre part, pour insister sur les outils graphiques nécessaires pour construire le graphique d'une fonction numérique, le travail dans le cadre graphique est un peu traité en classe. Alors oui, effectivement, de notre expérience, alors le travail sur les graphiques, il est peu travaillé en classe pour des raisons. Il y a contrainte de temps, par exemple, et donc lors de corriger de l'ensemble des examens de baccalauréat, on se rend compte vraiment que il y a une grande partie d'élèves qui arrivent vraiment à répondre à toutes les questions de dimension analytique, mais ils n'arrivent pas vraiment à tracer la courbe représentative. Alors, l'enseignant, voilà, après cette lecture générale de notre situation problème, l'enseignant peut demander aux élèves de tracer via un logiciel de géométrie dynamique les deux graphiques de la fonction b et la fonction x carré plus 1 dans un même repère. Ces derniers ont tendance d'avoir la même allure. Donc, regardez ces deux fonctions. Il s'agit de la fonction x carré plus 1 et la fonction bx, c'est-à-dire l'exponentielle ex plus l'exponentielle moins x sur 2. Regardez qu'ils ont la même allure. Ils ont la même allure. Donc, ces derniers ont tendance d'avoir la même allure, ce qui devrait permettre à l'apprenant de visualiser la convexité sous-jacente. Alors, s'il y a une différence, c'est au niveau de la convexité. Et en général, pour la convexité, bon, puisqu'on trace peu les graphiques, donc on ne s'intéresse pas vraiment à ce problème de convexité. Même quand on dit l'allure, c'est une courbe qui n'est pas totalement correcte, et donc on peut jouer ou bien ne pas prendre en général en considération l'allure d'une fonction. Alors, dans ce contexte, une variable didactique intéressante consiste à changer la valeur de la constante c dans cette expression. Voilà, donc dans l'expression de b de x, l'exponentielle de moins cx plus l'exponentielle cx sur 2. Donc, ce qui est tout à fait possible pour jouer sur la convexité, pour voir l'effet de la convexité. Il y a un paramètre didactique qui se cache, savoir le c, qui ne permet, par exemple, on peut bien imaginer un logiciel de traceur de géométrie dynamique, et même inventer un curseur pour changer la valeur de C pour voir le changement de la convexité, ou bien un traceur de courbe pour voir seulement à partir de courbes. Hein. Donc, par ailleurs, il y a un repère historique sur ce point. L'anecdote historique sur l'étude des chaînettes
Et je vais définir qu'est-ce que c'est qu'une chaînette. Alors, une chaînette, c'est la forme prise par un fil pesant, mince, homogène et inextensible, suspendu entre deux points, placé dans un champ de pesanteur uniforme. Galilée pensait que c'était un arc de parabole, mais Leibniz et Bernoulli et Huygens ont montré en 1691, indépendamment, qu'il n'en était rien. Donc, voilà donc une chaînette. C'est la forme. On peut faire, là, on peut imaginer, par exemple, la forme d'une chaînette, c'est là. Là, vous pouvez prendre un fil flexible qui est suspendu entre deux points placés dans un champ de pesanteur. Donc, vous pouvez imaginer une corde, par exemple. Voilà. C'est la forme d'une chaînette. Alors, regardez qu'il s'agit de cette anecdote d'un repère historique que la majorité des mathématiciens ont cru pendant longtemps qu'il s'agit d'une courbe d'une parabole, mais ce n'est pas une courbe d'une parabole, c'est ce que la littérature appelle des chaînettes. Et les chaînettes, ils sont d'ailleurs vues dans la nature, dans la vie courante. Par exemple, des chaînettes réelles dans les ponts, dans les arcs, les fils de téléphérique. Et voilà. Et pourtant, c'est la clé de défi annoncé au début de notre situation problème motivante. Donc, je vais revenir sur la première partie. Alors ici, il y en a parmi les élèves qui ont imaginé que cette allure, ce sont des demi-cercles, mais on a éloigné cette proposition. Et puis les autres, ils ont pensé directement à des paraboles. Et l'objectif, ce ne sont pas des paraboles parce qu'on a évoqué la différence entre une allure parabolique et l'allure de la fonction proposée contenant l'exponentielle. Ce n'est pas la même chose. Donc, regardez, graphique des deux fonctions, l'exponentielle moins x plus l'exponentielle x sur 2 et la fonction x carré plus 1. Alors, pour l'expérimentation, le déroulement de l'expérimentation est programmé l'après-midi d'un mercredi ou bien aux séances complémentaires. C'est ce qu'on a l'habitude de faire pour les autres situations. Pour nous, l'expérimentation s'est déroulée entre le mois de mars et le mois d'avril, selon le retard ou l'avance de chaque établissement dans le chapitre la fonction exponentielle népérienne. Cette période de l'année étant généralement caractérisée par le fait que les enseignants travaillent avec un rythme accéléré pour finir le programme. Donc, c'est difficile vraiment d'installer de tels dispositifs, surtout que dans ces moments, il reste 8 semaines maximum pour l'examen de baccalauréat. Il n'y a pas vraiment, il y a cette tendance d'une part des enseignants qui accélèrent pour finir le programme et de l'autre part, il y a aussi une non-concentration des élèves vers les sciences complémentaires des mathématiques. Il y a même, j'ai écrit même ici, dans une routine stressante, une partie des élèves se contentent d'avaler les notions mathématiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment ce travail de l'activité mathématique pour une construction de sens. La majorité avale les formules pour les appliquer. L'essentiel, c'est la note. Alors, pour le travail des élèves, d'un point de vue méthodologique, les sciences sont retranscrites, donc on garde ce qui est écrit. Au début, une feuille contenant la partie 1 et 2 de notre situation est distribuée aux élèves. Au bout de 5 minutes de réflexion, il y a des réactions de la situation déclenchante. On va présenter quelques extraits. Par exemple, il y a une question, mais pourquoi ne pas prendre des pneus triangulaires? C'est plus économique. Pourquoi ne pas penser aux segments, les roues en forme de ski? Pourquoi ne pas penser à des véhicules et du coup prendre des roues carrées pour les moteurs rapides et des routes pentagonales pour les moteurs puissants? Ce sont toujours des propositions. Donc,
qui vont peut-être être très utiles du point de vue technique, pour un enseignement technique. Qu'en est-il pour la stabilité de conducteurs? Les moyaux sont-ils à hauteur constante de sol? Donc, ce sont des remarques techniques et réelles aussi. On peut en profiter si on passe, par exemple, je vous rappelle que l'expérience a été faite, à ma connaissance, réellement concrétisée dans un laboratoire à l'Université de Genève, d'après une amie à moi. Et donc, ces questions techniques sont, disons, essentielles. Ensuite, l'enseignant conclut avec les élèves sur la partie 1 en présentant une vidéo. On a vu la vidéo, l'expérience a été effectivement réalisée. Puis, il essaie d'orienter les discussions se focalisant sur les propriétés de la fonction numérique dans la partie qui est dans la parité qui est rapidement décelée. Un élève déclare que le parcours de la bicyclette est formé de demi-cercles. La question discutée alors, le cercle est-il le graphique d'une fonction numérique? Donc, voilà comment on a éloigné la proposition d'un cercle, à savoir que le cercle ne représente pas un graphique ou bien une courbe représentative d'une fonction. Et on travaille sur les fonctions numériques dans ce dispositif. Dans une deuxième séquence, chaque élève travaille individuellement pendant 12 minutes. Nous avons repéré en particulier dans leurs réponses les productions suivantes. Les courbes de la fonction et de sa fonction réciproque sont symétriques par rapport à la première bisectrice, mais quand je fais le dessin, je trouve une courbe qui ne représente pas une fonction de fait qu'un point dispose de deux images. C'est ce qu'on a vu dans la première partie. Donc, je pense que la fonction proposée n'admet pas une fonction réciproque. Alors, dans ce cas-là, l'élève va tracer le symétrique de la courbe représentative par rapport à l'axe, à la première bisectrice, mais s'est rendu compte que pour un point donné, il a deux images, donc ce n'est pas une fonction. Donc, de la nécessité parfois on a l'habitude de demander aux élèves de tracer dans le même repère les deux courbes représentatives, mais peut-être il faut parfois changer de proposer aux élèves de tracer dans un autre repère la fonction réciproque de la fonction en question, pour faire cette distinction. Du fait que les mesures sont positives, pour parler d'une fonction réciproque, je pense qu'il faut se limiter à un intervalle positif. Ça, c'est une conception erronée qu'on a notée. Donc, l'intervalle, elle est donnée sur 0, 1 million. Et donc, on travaille dans un intervalle positif. Donc, il y a cette tendance que la fonction réciproque pourrait être aussi travaillée dans un ensemble ou bien un intervalle qui est positif. Pour la troisième partie, les élèves travaillent individuellement pour faire le tour des questions. Nous présentons également une procédure mise en œuvre par un groupe autour du tracé du graphique de la fonction réciproque. Alors, les éléments graphiques de la fonction réciproque B-, la fonction réciproque de B, sont facilement déduits de la fonction B en substituant y par x. Ainsi, l'équation de la tangente point 0 et la droite y égale 1. Donc, la tangente AB moins 1, et bien la droite verticale x égale à 1. On a aussi CB représente une branche parabolique de direction asymptotique pour x, au voisinage plus l'infini. Donc, la courbe de la fonction réciproque admet y comme branche parabolique au voisinage de plus l'infini. Donc, il y a un groupe qui a proposé, disons, une astuce ou bien une technique ou bien un théorème en acte, c'est-à-dire pour une fonction f, on travaille avec les x, il faut juste, la courbe représentative d'une fonction, c'est y égale f de x, alors il faut juste faire la substitution de x par y, y par x pour trouver directement les branches paraboliques, les tangentes de la fonction réciproque. Bien, donc la motivation des élèves. Donc revenons pour voir de plus près la motivation sur notre situation problème
motivante. Alors, nous revenons sur le retour de l'expérimentation et sa relation avec le cadre théorique adopté, à savoir la théorie de l'autodétermination et l'approche socio-cognitive de la motivation. La grande surprise, c'est que plus que la moitié des élèves, 62%, a dit c'est tard, dans le sens que ces élèves font preuve d'un engagement autodéterminant pour travailler les mathématiques. Mais le fait qu'ils restent pas suffisamment de temps avant l'examen standardisé les renvoie rentrer dans la routine habituelle de la préparation classique. Nous proposons de dresser le tableau ci-dessous, reliant les interprétations des séquences de l'expérience et notre cadre théorique. Donc, je ne vais pas vous lire ce tableau, peut-être à tête reposée, vous pouvez voir ceci de vous-même, mais voilà qu'est-ce que j'ai fait. Ce tableau contient deux colonnes. La première, ce sont la motivation selon la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, et puis les indices vus dans l'expérience par rapport à ces indicateurs. J'ai également pris les facteurs de la motivation selon Vio et j'ai placé là avec des pourcentages là où les élèves concrétisent, disons, les indices ou bien les facteurs de l'autodétermination. Donc, je peux peut-être vous lire la dernière partie qui m'intéresse, c'est l'autodétermination. Alors, pour l'autodétermination, c'est-à-dire le point gauche extrême qui se situe dans le continuum proposé de la motivation dynamique proposée par Deci et Ryan. Donc, voici quelques déclarations des élèves à la fin de l'activité. J'ai éprouvé de plaisir à découvrir en un seul après-midi le secret d'un problème historique. Je suis heureux de développer mes compétences sur plusieurs points d'analyse. Un élève a proposé d'exposer le programme MAP présentant une bicyclette à pneus carrés roulant sur une trajectoire en forme de chaînette. Donc, en arrivant à ce point, donc, il y a cette volonté innée, naturelle des apprenants pour travailler les mathématiques. On a posé la question vouloir ou bien falloir travailler les mathématiques. Ici, il y a ce consentement. Donc, regardez même ici pour la motivation intrinsèque et pour la perception de valeur, un rapporteur d'un groupe a déclaré « Ma fonction préférée est la fonction exponentielle car elle possède des propriétés étonnantes. Elle est définie sur toute aire, positive, continue, dérivable. Sa dérivée elle-même, elle est facile à manipuler en calcul algébrique en utilisant les propriétés des puissances. » Donc, vous pouvez voir, d'après cette déclamation, que vraiment, on a gagné beaucoup de choses. Cet élève, par exemple, nous a résumé les grandes propriétés d'une manière vraiment simple de la fonction exponentielle. Voilà, donc je vais passer à la conclusion. Donc, au regard des résultats issus des expériences faites, nous pouvons nous rendre compte que tout au long de l'année scolaire, il y a des moments pour installer une situation problème motivante dans le but de motiver les lycéens en mathématiques, et ce, avant qu'il soit trop tard. Un facteur important peut susciter la motivation scolaire dans la classe de mathématiques et le professeur qui devrait connaître les fondements de la motivation pour choisir des critères convenables afin de faire vivre un projet pédagogique personnel motivant à sa classe. Enfin, notre objectif dans ce travail est de convaincre l'enseignant que la motivation scolaire n'est pas une condition préliminaire pour l'action d'apprentissage, mais que c'est à lui de chercher à tisser des liens entre les notions mathématiques et les facteurs de la motivation scolaire. Et comme le disait Rousseau en 1762, donner à l'enfant la motivation à apprendre et toute méthode lui sera bonne. Donner à l'enfant la motivation d'apprendre et toute méthode lui sera bonne. Donc voilà pour, en gros, pour cette 4e session
on a abordé la situation problème motivante. Vous pouvez lire à tête reposée ou bien consulter le papier, il est en ligne pour plus de précision, pour plus de détails. Donc, je vous donne rendez-vous la vidéo prochaine pour un autre type de situation, à savoir la situation problème à dimension algébrique. Merci de votre attention. J'espère que vous avez pu déceler les grands enjeux. J'ai évité de parler d'auteur et de chiffres, mais de mettre à votre réflexion des idées, je pense, d'ordre didactique de la situation. Merci encore une fois de votre attention. À très bientôt.